En dernière communication, Raymond Polo de Metz, qui. Mais il n'y a pas de place, Raymond. Quand même à dire, je suis membre associé de Microsoft. J'ai pris la parole 5 fois. Chaque fois, j'avais des choses intéressantes à dire qu'on ne peut pas dire en 2, 3 mots comme ça. Non, je voulais donner mon avis sur. Nous prenons le temps. Mais non, on ne peut pas, il est 5 heures, il n'y a plus personne. Je voulais donner mon avis sur les TAVI que j'ai suivis Nous sommes là, dans ma clinique. On n'a pas quitté la. Sur les TAVI, et ensuite, pourquoi la plupart des rectums opérés aujourd'hui ont de 12 à 25% de fistules, et c'est comme ça même dans tous les grands centres, alors que je suis descendu à 2% de fistules sur plus de 500 cas. Donc moi, je ne vais pas maintenant vous embêter rapidement. On mettra ça une autre fois ou jamais, hein, finalement, voilà. Mais je remarque que régulièrement, je passe en dernier. Non, je ne suis pas professeur, chirurgien libéral, mais enfin, je connais mon métier. Oui, moi aussi, je suis. On est très désolé, on est venu en sachant que tu allais nous parler. Moi, j'attends que tu nous parles. C'est dans le programme et on a le temps de t'écouter. Mais non. Non. Viens, allez, viens. Alors, allez. Non. Sauf le dernier Strasbourgeois, bravo hein, pour ton exposé. Et alors je dirais à madame, c'est même dommage de parler des femmes, c'est une évidence. Pour qu'on dise à plus de. Bon, Raymond, écoute. Raymond, fais-nous ton topo. Oh non, il ne faut pas. Raymond, tu as. Monsieur le Perpétuel, Raymond a 15 minutes de temps de parole. Oui, mais bien sûr, mais on est un peu désolé que. Mais c'est fini, il est plus de 5 heures. Non, alors écoute, Raymond Polo, laisse-moi. Oui, bon, d'accord. Non, alors je t'explique. Nous avons rajouté une séance de communication libre dans le programme parce que ça ne tenait pas. Maintenant, on est à 4 séances dans l'année de communication libre. Enfin, bon. Chaque séance, il y a 6 communications. Moi, j'essaie de faire au mieux. La prochaine place, c'est en février 2025. Voilà. Donc, moi, j'essaie de faire au mieux. Donc, Raymond, mais le mieux, ce serait que je rentre et que je vienne une autre fois. Enfin, non, mais non. Nous prenons le temps. Nous t'écoutons. Alors, d'ailleurs, ton sujet, c'est ce qu'il ne faudrait plus faire dans notre pratique chirurgicale, alors que tu avais parlé il y a quelques mois sur tout ce qu'on a fait de mal dans notre pratique chirurgicale. Voilà. Alors j'avais dit, on va peut-être essayer de voir ce qu'on fait actuellement et qu'on pourrait peut-être arrêter de faire. Voilà. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas ringard et je ne suis pas contre la célioscopie et la laparoscopie. Donc mes propos ne vont pas là. Mes propos vont porter sur les excès qu'on donne en raison d'une audience médiatique et il faudrait arriver à limiter. Alors, je disais que dans notre société du paraître, l'idolâtrie de la peau a incité notre profession à en faire la préoccupation majeure au détriment bien souvent des organes sous-jacents qui font en fait l'objet d'indications opératoires. Alors, on opère, par la peau, comment on va faire, alors que l'essentiel est quand même sous la peau. C'est le retour du balancier après l'époque, les grandes cicatrices aux grands chirurgiens. Alors ça a traîné partout, ils font des balafres, les chirurgiens. Mon maître Chalnot nous disait toujours, quand l'anesthésie dépassait à mon début 1 heure, le patient perdait 30% de chances de survivre. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'intubation, pas de curare, donc il fallait faire de grandes incisions pour être au large, il fallait faire vite, parce que le malade était avec le masque, et dans les gaz inspirés, il y avait du cyclopropane, du protoxyde d'azote qui prenait une partie de l'oxygène. Et finalement, l'anesthésie était autant une anesthésie par les gaz que par l'anoxie. C'est-à-dire qu'au bout d'1 heure, si on dépassait l'heure, le malade mourait d'anoxie, c'est-à-dire d'infarctus ou autre chose. Alors on disait, il n'a pas supporté le choc opératoire. Non, le malade n'avait pas supporté le choc anesthésiste. Avec l'arrivée après-guerre de l'intubation et du curare, tout a changé.
c'est-à-dire qu'on a pu prendre son temps, faire des incisions plus petites, quoique longtemps, nos chirurgiens, enfin ceux un peu plus âgés que moi, aimaient bien quand même être au large. Je me rappelle de Marc Yvet, je me rappelle de Jean Grosdidier à Nancy, qui avait 10 ans de plus que moi, qui avait la plus belle patte chirurgicale de nous. Pour une vagotomie avec gastro-entérostomie, je le voyais mettre son bistouri de la xyphoïde, contourner l'ombilique. D'un seul coup, ensuite 2 champs verts de chaque côté, le Dartig avec des ciseaux à bourron. Il enlevait l'appendice xyphoïde et puis il était à l'aise. Et là, ça démarrait, c'était vraiment l'exposé opératoire super. Et donc, cette attitude-là était mauvaise parce que l'excision de la xyphoïde entraînait un ostéome de la paroi et le contournement de l'ombilique, bien souvent une hernie ombilicale. Fort heureusement, le développement de la chirurgie plastique a incité les chirurgiens à être aidés par les plasticiens qui leur ont appris un peu à respecter la peau, à inciser dans le sens des plis, ce qui a fait que les chirurgiens ont commencé à faire une cholécystectomie par une petite incision horizontale sous-costale avec dissociation des grands droits. Ensuite, une incision de Pfannenstiel à condition d'être dans le pli abdominal inférieur et non pas dans les poils pubiens, comme ça se faisait avant pour dire que la cicatrice sera cachée par les poils pubiens, parce que là, c'est chaque fois une cicatrice kéloïde. Et donc, ce progrès fait par les chirurgiens, disons, classiques à cette époque-là, a changé lorsque l'équipe de Clermont-Ferrand de gynéco a associé à la célioscopie exploratoire certains gestes thérapeutiques relativement faciles à faire. Et Mouret à Lyon, assistant des hôpitaux de Lyon, qui était de la même génération que Bérard, était exercé, c'était un chirurgien libéral qui exerçait donc beaucoup en chirurgie viscérale, mais il avait pris une orientation au gynéco. Et un jour, lors d'une intervention célioscopie pour gynéco, il a baladé un peu sa caméra, puis il a vu une petite vésicule souple avec un long cystique et des gros calculs dans la vésicule. Bon, il a clippé le cystique et l'artère cystique, il a extrait la vésicule par l'orifice après avoir aspiré la bile, et ça a été vraiment, comme on pourrait dire, vraiment une explosion de la laparoscopie digestive à travers le monde entier. Et donc, cette chirurgie laparoscopique a subi donc un développement rapide parce que les industriels ont rapidement suivi. Et tous les congrès à cette époque-là, il y avait que ça qui occupait le devant de la scène, et aussi bien les chirurgiens que les industriels, ce qui fait qu'on avait abandonné un petit peu à cette époque-là l'enseignement de base au profit de nos jeunes confrères, qui malheureusement, après, dans la vie professionnelle, ça s'est ressenti. Cet emballement, bien sûr, pour la chirurgie laparoscopique, va entraîner malheureusement, et comme c'est souvent dans beaucoup de domaines, quelques erreurs. D'abord, on a voulu faire des cicatrices très petites pour introduire le trocar. Résultat, le trocar, à travers une incision trop petite, ça bute un petit peu et tout d'un coup, ça part et hop, ça va dans l'aorte ou dans l'artère iliaque. On a eu des morts comme ça, à vouloir faire des cicatrices trop petites. D'autre part, à un moment donné, on s'est dit pourquoi tant de trucs. Le monotrocar ombilical. Monotrocar ombilical, il y a 2 types d'ombiliques. Il y a celui en escargot qu'on n'arrive jamais à désinfecter à fond, et celui tout plat sur des ventres avec diastasis, qui lui a une paroi tellement fine qu'on risque une hernie ombilicale post-opératoire. Eh bien, la femme de mon aide-jardinier a connu les deux malheurs, c'est-à-dire que sa cicatrice a mis 3 semaines à cicatriser et 2 ans après, elle a été opérée d'une hernie ombilicale. Dans beaucoup de blocs chirurgicaux, on voit les hernies ombilicales augmenter un petit peu avec pose de prothèse, un peu à cause de ce trocard unique. Et en plus, enfin, en dehors de ce que je viens de signaler là, qui est déjà quand même des choses importantes, la jeune femme qui tient un petit restaurant à la sortie de Metz où j'y vais de temps en temps, c'est une belle fille qui joue au handball. Elle est hospitalisée pour une appendicite catarrhale confirmée par scanner. On dit oh ben, elle est jolie et tout, handballeuse de Metz et tout. On commence par le monotrocar et manque de bol, l'opération se passe mal. À un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, le sécom perforé ou pas. Incision horizontale de l'ombilique jusqu'au flanc, hémicolectomie droite.
Bon, les suites ont été simples, enfin, il faut savoir que, parce que bon, le monde universitaire, le monde parisien, bon, on se dit, bon, ben, c'est bien, c'est comme ça comme il faut faire. Qu'est-ce que c'est que faire des grosses incisions? On peut tout faire par la paroscopie. Oui, on peut faire beaucoup de choses par la paroscopie, mais il ne faut pas non plus utiliser la paroscopie pour faire ce qu'ont fait certains, devenir des vedettes. Alors, on a accueilli ici, par exemple, il y a, je ne sais pas, un an ou deux, des jeunes confrères qui étaient soit rhumatologues, soit échographes. Alors là, Benamou rigole déjà, où j'avais dit, eh ben, ils sont venus nous présenter que de remplacer l'œil du chirurgien par un échographe et puis le bistouri par une aiguille, une longue aiguille oblique bien coupante pour remplacer le bistouri. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, bon, ils ont cisaillé comme ça sous échographe le ligament annulaire du carpe. Ce qu'on peut savoir, c'est que le canal carpien, à ce jour, est en tête de la sinistralité dans la chirurgie de la main. Alors qu'un canal carpien fait avec une toute petite incision, on n'a jamais ces problèmes-là. Ensuite, on est venu aussi, certains n'ont pas de cicatrices et tout pour les vésicules. On est allé à vouloir faire des cholécystectomies par voie vaginale. Alors, on sait que déjà par la paroscopie, par voie abdominale, on n'arrive déjà pas à atteindre le taux de sécurité de la voie ouverte. Alors, on peut bien s'imaginer que par voie vaginale, on est encore en dessous et que les risques de plaies des voies biliaires est énorme. Et d'autre part, comme je dis, la cicatrice n'est pas abdominale, par contre, elle est vaginale, avec certaines dyspareunies qui ont été rapportées. Voilà. Encore un autre excès, toujours pour ne pas faire de cicatrice, la cholécystectomie par voie transgastrique, c'est-à-dire qu'on descend un endoscope, ensuite on perfore la paroi de l'estomac, on va enlever la vésicule par là, on la sort, on ferme avec quelques clips la plaie gastrique, qui n'est pas toujours étanche et qui donne donc une péritonite comme les ulcères perforés. Bon, vraiment, c'est ne jamais faire. Ensuite, un des summums que je trouve, bon, c'est entre deux sœurs, une greffe de rein, prélèvement chez l'une, greffe chez l'autre, les deux uniquement par voie transvaginale. Techniquement, c'est super. Bon, ça, bon, les deux jeunes qui ont fait ça, c'est à Toulouse. Bon, on peut les féliciter pour la dextérité, mais je pense quand même que c'est un peu dangereux et hasardeux de faire prendre le risque. Le prélèvement, d'accord, mais la mise en place du rein, il peut y avoir une lésion du système veineux de l'un des reins. Enfin, quels que soient, les risques sont tels qu'il serait préférable d'éviter ce genre d'opération. Et là, je suis un peu comme dit notre ami Cadière, qui a été souvent aidé notre chirurgien prix Nobel à opérer en Afrique. Il disait toujours, on ne doit faire que des opérations qui sont facilement reproductibles. Or là, voici quand même le type même d'opération qui n'est pas facilement reproductible. On en arrive à la thyroïde. Pour ne pas faire de cicatrices, bon, ça vient de la Corée, ça, je ne sais pas ce qu'ils ont, les Coréens, il ne faut surtout pas avoir de cicatrices face au cou. Donc, par voie transaxillaire. Donc, une cicatrice axillaire qui n'est jamais très belle, elle est souvent kéloïde, donc un tunnel sous-cutané pour atteindre la thyroïde, qu'on aborde donc latéralement, ce qui représente déjà des difficultés opératoires. Et même si ça marche bien, le tunnel sous-cutané qui a été fait ne donne pas toujours un résultat esthétique parfait. Et là, puisqu'on est toujours dans la thyroïde, le summum, et j'arrêterai là, le summum, il y a 2 ans, le summum dans notre journal local, le Républicain Lorrain, il y a 2 ans, 2 jeunes assistants de la fac de Nancy qui publient avec photo, avec le truc en main, ce qu'on ne faisait jamais autrefois. D'abord, on refusait d'être en photo dans le journal. D'autre part, ils ont présenté, ils avaient opéré 2 cas d'atteinte de la thyroïde par voie buccale, c'est-à-dire derrière les incisives, traverser le plancher buccal, descendre là et aller en disant que c'est réservé quand même pour des petits kystes thyroïdiens, pas trop nombreux et inférieurs à 2 cm. Alors je dirais, d'abord c'est une indication inutile, il n'y avait pas à les opérer, ces petits kystes-là. Ensuite, c'est une opération
qui laisse une cicatrice buccale qui peut être gênante toute la vie. Parce que moi, quand j'ai un cheveu dans la bouche, ça me gêne énormément. Et d'avoir une cicatrice devant avec la menace de léser une des glandes sublinguales. Et puis, troisièmement, le gros risque, c'est de l'hémorragie post-opératoire qui n'est pas vue tout de suite parce qu'il n'y a aucun accès. On savait autrefois qu'on opérait des thyroïdes, on laissait la pince pour enlever les agrafes, pour rapidement intervenir. Ça peut donner un hématome suffocant pour avoir voulu faire... Alors ça, ces choses-là, je pense que notre société devrait pouvoir lutter. Bon, il est certain qu'il faut de l'innovation, il faut suivre toutes ces choses-là, mais je crois que notre société, à moins que les jeunes ne la transforment dans les années qui viennent, on est quand même une société de gens âgés qui apportons notre expérience, notre vécu, qui au fil des décennies, nos patrons nous ont appris à faire bien avec le moins de risques possible, et que l'innovation, moi je pense, je parle surtout à Benhamou, là, l'innovation c'est bien, mais je pense que nous, on doit tenir un peu le rôle de stabilisateur et de juger un peu ce qui nous est présenté en demandant chaque fois qu'il y ait un recul suffisant et un nombre de malades suffisant pour être, si vous voulez, le porte-parole de l'innovation. Et là, j'ai la bouche absolument sèche, je terminerai, je vous servirai chez un verre d'eau. J'ai retenu une phrase de Peggy. Peggy écrivait un jour, on ne saura jamais combien la peur de ne pas paraître assez avancée aura fait commettre de lâcheté chez les Français. Alors je reprends, on ne saura jamais combien la peur de ne pas paraître assez avancée aura fait commettre d'erreurs chez certains chirurgiens. Là, c'est la fin de mon premier exposé. Néanmoins, merci. Néanmoins. Merci. Des questions? Alors, non, une remarque. Je suis orthopédiste membre inférieur. Au niveau de l'avant-pied, je fais énormément de percutanée qui a complètement transformé la chirurgie de l'avant-pied. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les décollements qu'on faisait autrefois, donc il y a beaucoup moins d'œdème, il y a une récupération beaucoup plus rapide et une stabilité qui est parfaite. Et donc c'est quand même une grande avancée que de faire 3 petits points plutôt que des grandes balafres au niveau de l'avant-pied. Alors pour ce qui est dans mon service de la chirurgie du canal carpien, parce que j'ai entendu, effectivement tout se fait en percutané, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a plus de problèmes qu'autrefois. J'ai regardé rapidement sur Internet les comparaisons. Les comparaisons sont assez en faveur de la chirurgie percutanée au niveau du canal carpien. Et je pense que actuellement, moi j'étais très très jeune interne et c'était la fin des mini-sectomies avec des ouvertures et l'arrivée de l'arthroscopie qui a quand même complètement transformé la chirurgie du genou puisqu'on arrive à faire des ligamentoplasties comme Catonem l'a appris, sous arthroscopie et tout ça, qui ont quand même transformé la chirurgie ligamentaire du genou. Je pense réellement que tout ce qui est mini-invasif avec caméra et fibre optique a transformé notre profession. Voilà. Mais je l'ai dit au début, je ne suis pas contre. Moi, je suis de Nancy où l'école de la chirurgie d'épaule a été en tête. Ils font toutes les capsules. Oui. Non, mais tous les latargets sont faits sous. On est bien d'accord. On fait des arthroscopies de la cheville. Mais... Oui, j'en fais. Ça. Mes propos, c'est pas de critiquer ça. C'est les excès qu'on en a fait et que je dénonce, notamment de prendre les risques de faire par voie transvaginale une transplantation rénale. Pascal Richman va te répondre sur les transplantations par voie vaginale. Il a sûrement un point de vue là-dessus. Oui, mais c'est vrai que aussi, tu as raison, il y a plus de plaies des voies biliaires après cholécystectomie par cystoscopie qu'il n'y en avait après cholécystectomie par laparotomie. Ceci dit, le bénéfice-risque, les patients, ce sont les patients qui votent.
Et ce sont les patients qui viennent te voir. Et donc, il y a quand même une espèce on va vers une innovation parce que les patients font la part des choses et trouvent que c'est mieux. Je donne la parole à Pascal Richman qui a levé la main. Oui, oui, merci. Vous m'interrompez quand vous voulez, bien sûr. Alors, des nouvelles des patientes toulousaines, elles vont très bien. C'était deux sœurs qui étaient en nette surcharge pondérale. Et c'est un choix qui avait été fait, qui avait été validé par l'Agence de biomédecine, qui n'a pas été fait au hasard, qui a été réalisé par un chirurgien qui s'est déjà présenté, Nicolas Doumerc, à l'Académie pour d'autres techniques également, qui est un expert de la chirurgie robotique, un expert de la transplantation. Et donc, cette technique n'est pas tombée comme ça du jour au lendemain. Elle avait été travaillée d'abord pour le prélèvement pendant 2 ans, et puis après, pour la communication qui a été faite au moment de la transplantation, effectivement, c'était la première transplantation par voie vaginale. Chaque technique chirurgicale a eu sa période d'innovation, de test, parfois couronnée de succès, parfois non couronnée de succès et abandonnée. En l'occurrence, là, les deux patientes vont très bien. Ce que je voudrais dire, c'est que d'une façon générale, on voit bien ce débat, et j'ai bien compris que notre collègue Polo n'était pas un dogmatique. La porte est laissée largement ouverte à l'innovation, et c'est ça qui est important. Et une des critiques que l'on pourrait faire à certains collègues au moment du développement de la célioscopie, que j'ai bien connu, c'était plutôt que de tester eux-mêmes les techniques, de les apprendre ou de veiller à la bonne formation de leurs élèves, ont écarté un certain nombre d'élèves de cette formation. Et c'est peut-être de cette façon, et Dieu sait que cette année, l'année de la formation avec l'Académie de chirurgie, ce sont des questions très importantes qu'il faut se poser pour nous en tant que chef de service ou professeur de chirurgie dans les hôpitaux universitaires. Mais il ne faudrait pas qu'on ait tendance, je dirais, à la lumière des complications de certaines innovations qu'on a toujours connues. On l'a connu, nous, avec le développement de l'urétéroscopie, mais on a parfois tendance à oublier les complications passées lors de l'installation des techniques, un certain nombre de techniques à laquelle vous faisiez référence. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que toute nouvelle abord chirurgical ou nouvelle technique chirurgicale voit se développer ses propres complications, mais qui n'ont rien d'inéluctable et définitif sur lesquelles il faut travailler. Mais certainement pas empêcher le progrès technique, qui est l'âme de la chirurgie. On a entendu parler tout à l'heure d'Ambroise Paré, qui doit rester notre modèle, tourné vers l'amélioration du soin, la simplification du soin, et Dieu sait qu'on a vu une véritable révolution sur laquelle on ne reviendra pas dans la chirurgie. Mais je comprends très bien les préoccupations qui viennent d'être évoquées, et ces préoccupations sont celles de la formation des chirurgiens et de la prévention des risques. Oui. Très bien, je vous remercie, et je profite de l'occasion de voir pour vous féliciter de la façon dont vous avez mené les différentes séances durant votre présidence. Voilà. Merci beaucoup. Je peux prendre juste un moment la parole sur aux grands chirurgiens les grandes incisions. Moi, je suis un élève de la Pitié-Salpêtrière. Édouard Kieffer m'a appris les grandes xyphopubiennes pour faire le remplacement de l'aorte par l'aorte ventrale, où on faisait de la chirurgie de 10-12 heures sous CEC, etc. Donc, cette grande chirurgie lui-même a été un des acteurs de la transformation vers les remplacements endovasculaires, même les remplacements endovasculaires complexes, qui sont difficiles avec des échecs, avec des difficultés, mais néanmoins, la morbimortalité de ce type d'intervention pour d'énormes anévrismes très développés de l'aorte thoracique et abdominale, cette mortalité a considérablement chuté grâce à ces techniques endo nouvelles, souvent un peu hybrides avec l'association d'un acte encore chirurgical, par exemple en associant une endoprothèse à un remplacement de la valve aortique. Donc tout ceci, alors, mais en même temps, j'ai beaucoup apprécié ta présentation. Nous avons tous besoin d'une lecture critique du progrès. Et ce que tu fais, c'est extrêmement intéressant. Et je te remercie parce que, et je pense qu'on a eu raison de t'écouter ce soir, parce que tu nous apportes aussi un élément de sagesse. Et par rapport au vedettariat de certains, tu as totalement raison de militer contre ça, parce qu'on ne fait pas une intervention supposée la meilleure possible pour être vue à la télévision ou dans les journaux. Alors, tu vas répondre, mais la question de Pierre Saradon sera la dernière.
Non, non, Mais après, Et puis, il y en a une derrière moi aussi. Et ça Il y avait raison de parler parce que tout le monde veut te parler. Alors. Bon, allons-y. Ça soulève beaucoup de questions. Bon, effectivement, pour aller dans votre sens, il ne faut pas faire de mini-invasifs pour des visées cosmétologiques. Le but, ce n'est pas d'éviter une cicatrice sur la peau. Le but, c'est d'éviter les fractions pariétales parce que le chirurgien va faire une belle intervention sur l'organe, comme vous le dites, mais peut créer de nouvelles pathologies par la hernie, par d'autres problèmes liés non pas à l'intervention qui est faite, mais liés à la voie d'abord. Et c'est là-dessus qu'on peut travailler, qu'on peut éviter cette création de nouvelles pathologies en évitant la voie d'abord, justement. Oui, bon, je répondrai. Monsieur. Oui, oui, je ne veux pas porter une pièce au dossier. Mais je voudrais simplement dire que, en même temps qu'on a eu ce développement fantastique et inouï et tout à fait profitable des techniques, disons, endoscopiques, on a fait aussi des progrès sur les abords chirurgicaux. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup intéressé d'un point de vue anatomique à l'existence des nerfs sensitifs dont on ne prenait pas compte autrefois, de la vascularisation de la peau, etc. Et je voudrais prendre comme exemple le canal carpien que vous avez cité tout à l'heure, à savoir que les résultats à long terme et même à moyen terme entre chirurgie à ciel ouvert et chirurgie endoscopique sont exactement équivalents. Pourquoi? Parce qu'on a appris à rétracter la boule de Guyon, par exemple, qui est innervée par le nerf cubital. On a appris aussi le trajet des nerfs sensitifs de la paume. Enfin, il y a eu tout un tas de progrès qui ont été passés sous silence. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que je me suis toujours insurgé dans mon service contre les chefs de clinique et parfois même les agrégés qui faisaient des petites incisions pour mettre en place des prothèses de hanche. Et je rejoins votre propos parce que qu'est-ce qu'on n'a pas vu, obtenu, qu'est-ce qu'on n'a pas obtenu ou vu, obtenu comme nécrose graisseuse à cause des écarteurs. Exactement. Normalement, une bonne opération avec une incision traditionnelle doit se faire sans écarteur et surtout sans écarteur à griffe. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Tandis que là, ils tirent dans tous les sens et ils provoquent des nécroses graisseuses qui transforment les suites opératoires. Merci. Donc, deuxième partie, c'est ça? Arlette. Ah bon. Une petite anecdote. Mon premier patron, Paul Herzog, avait un culte de la grande incision. Sauf le jour où il a eu un visiteur espagnol. Et comme souvent, quand il avait un visiteur étranger, il parlait très fort. Alors, le visiteur était derrière le champ et Paul Herzog avait fait son incision et dit « Petite incision !» Et l'Espagnol lui a répondu « Petite satisfaction ». Merci beaucoup, docteur Polo. Et donc, la séance est suspendue et elle reprendra le 14 février prochain. Bon. Parce que j'avais les deux choses les plus importantes, je devais les dire maintenant, monsieur le président. Non, mais attends, là, tu nous as dit qu'il fallait faire. Ah si, oh, si, moi j'ai envie d'entendre. Vas-y. On te redonnera la parole. On va trouver une base début de la prochaine séance. Et tu auras le temps justement de parler de la deuxième chose.